Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux polynômes symétriques. Alors bien entendu, on a déjà vu la leçon sur les polynômes à une et à plusieurs indéterminés. Ici, on en aura plusieurs. J'ai mis n supérieur ou égal à 1, en réalité c'est n supérieur ou égal à 2. K est un corps commutatif de caractéristiques 0, le plus souvent Q, R ou C. Sn, l'unité de la composition, est le groupe symétrique d'ordre n supérieur ou égal à 1, c'est le groupe des permutations de 1n. Et on note comme ça l'ensemble des polynômes à n indéterminé et à coefficient en K. On sait que c'est un nano-commutatif unitaire intègre. Il a même d'autres qualités dont on n'a pas besoin pour le moment. Monôme, tout polynôme de la forme comme ça. D'accord ? Alpha K appartenant à n, lambda, lui, il appartient à K. Si P est différent de 0, on appelle degré de P la somme des alpha K. D'accord ? Tout polynôme donc de K de x1 jusqu'à xn est évidemment une somme finie binôme. Alors j'écrirai ça plus tard, j'utilise somme sur i appartenant à delta. Delta, sous-entendu, il sera fini. De la forme, donc une somme finie de monômes de cette forme-là. On dit que P est homogène si tous les monômes ont le même degré, qui sera alors le degré du polynôme P. Exemple, P égale 5x1, celui-là quoi. Donc là, le degré c'est 3, 3 et 3, donc il est homogène de degré 3. Permutation opérant sur un polynôme, donc P toujours appartenant à l'ensemble des polynômes, sigma appartenant à Sn, on pose P sigma est égal à, donc P sigma de ça, est égal à P en x sigma 1 jusqu'à x sigma n. Il faut bien comprendre que là, il y a les n variables, là aussi il y en a n parce que sigma est une permutation. Exemple, si je prends ça, avec cette permutation qui envoie 1 en 2, 2 en 3, 3 en 1, 1 en 2, ça va faire x2 ici ça va faire x3, x3, x1, x3, et donc ça fera ça. Remarque, si P est égal à ça, donc là voilà la somme de monômes, les lambda i appartiennent à K bien sûr. Et sigma appartient à Sn, P sigma va être égal à la somme des lambda i pour des produits des x sigma k, alpha la puissance ik, on ne touche pas aux exposants. Quand k décrit un n, sigma k égale m, décrit un n aussi, d'accord? Et donc je peux écrire que P est égal à la somme pour i appartenant à delta de lambda i, en fait je fais un changement de variable, quoi. K égale sigma moins 1 de m. Des xm puissance alpha i sigma moins 1 de m, donc P est égal à ça, ce que je préfère K à m. Voilà, P appartenant à K de x1 jusqu'à xn, sigma et gamma, deux permutations. Alors, si je prends le polynôme P sigma et que je lui applique la permutation gamma, j'obtiens le polynôme P auquel j'ai appliqué la permutation gamma rang sigma. Bon, c'est facile, parce que P sigma est égal à ça. Si je lui applique gamma, ça revient à appliquer gamma au sigma k, d'accord? Mais gamma de sigma k, c'est gamma rang sigma de k, et donc ça fait bien P de gamma rang sigma. Rappelons que l'anneau A est une K-algèbre, c'est-à-dire qu'en plus d'être un anneau, il vérifie tout ça. Donc, on fixe sigma appartenant à Sn, donc une permutation, et on définit F sigma comme étant l'application qui a P appartenant à A associe P sigma appartenant à A, et on va démontrer que c'est un automorphisme d'algèbre. Démonstration. Alors, on va d'abord changer l'écriture pour les polynômes P et Q appartenant à A, quitte à rajouter des monômes nuls. On va prendre P égale somme de 1 à P, alors c'est pas le même P évidemment, des lambda i k égale 1 à n de xk à la puissance alpha ik. Et en fait pour les deux on va faire ça. Voilà. Quitte à rajouter des monômes nuls, pour les deux on va prendre ce genre d'écriture.
Et on va poser bêta i égale le n-uplet alpha i1, alpha i2, alpha in. Et delta, l'ensemble de ces n-uplets. D'accord? Donc, pour chaque produit, là, il y a un n-uplet. D'accord? Donc, au total, il y a p n-uplets. Voilà. Pour tout alpha appartenant à sigma, à delta, pardon, donc j'appelle alpha les éléments qui sont là-dedans, il existe un unique i tel que alpha est égal à ça. Eh bien, je vais noter alpha k, la kème coordonnée, c'est-à-dire alpha ik. D'accord? Et du coup, le lambda i qui est attaché au bêta i, ben, je vais l'appeler lambda alpha, au lieu de l'appeler lambda i. Donc, ainsi, je vais avoir P égale somme de alpha appartenant à delta des lambda k, des lambda alpha, produit de 1 à n des xk à la puissance alpha k, et je vais faire idem pour q, d'accord? Et pour faciliter les calculs, mais je l'avais déjà dit avant, on a éventuellement ajouté des polynômes nuls à pq, de façon à avoir ça, d'accord? Et du coup, P plus Q va être une somme de, pour alpha appartenant à delta, de lambda alpha plus lambda prime alpha fois ses produits. Et donc, quand je lui applique sigma, ça va me faire ça, que je décompose en 2. Et donc, je vois apparaître P sigma pour plus Q sigma. Je fais la même chose pour PQ, qui va être la somme pour, cette fois-ci, les alpha, bêta qui décrivent delta fois delta, donc je multiplie ça, il faut bien comprendre que je multiplie ça par ça. Donc je vais avoir une somme de, non, je multiplie ça par ça. Je vais avoir une somme de lambda alpha, lambda prime bêta, fois ça. D'accord? Voilà. Et donc, une somme comme ça. Et donc quand j'applique sigma, ça va me faire lambda alpha, lambda prime bêta, et là, je vais avoir ça. D'accord? Voilà. Et donc, ça va me faire une somme pour alpha et bêta de ça fois ça. Tout ça, c'est évident. Hein. Et donc, je vois apparaître P sigma fois Q sigma. P sigma de 1 est égal à 1. Donc, sigma sur 1, le polynôme 1, polynôme constant, donc là, il y a que des zéros, en fait. Donc, il ne se passe rien, quoi. Et donc on a déjà un morphisme d'anneau. Mais en plus, f sigma de AP, donc le A, c'est le A qui est ici appartenant à K, et bien ça va faire f sigma de, tout est multiplié par A. Hein. Et ce A, je vais le sortir évidemment. Hein. Donc c'est immédiat. J'ai A, F, alpha de P, puisque c'est f sigma, pardon. Puisque sigma n'agit pas sur A, bien sûr. Donc j'ai un morphisme d'algèbre. Je remarque par ailleurs que si j'applique sigma moins 1 au polynôme P sigma, j'ai déjà vu avant, ça fait ça. Ça fait le polynôme auquel on applique la permutation identité, donc ça fait lui-même, quel que soit P appartenant à A. Donc j'ai ça. D'accord? Et ça me prouve que F sigma est un automorphisme d'algèbre et que l'inverse de F sigma, oui c'est ça, c'est F auquel j'applique sigma moins 1. Polynôme symétrique, c'est une définition. P appartenant à A est symétrique si P sigma est égal à P, quel que soit sigma appartenant à Sn. Exemple, à ce polynôme-là, vous pouvez essayer toutes les permutations de 1, 2, 3, il y en a 6, et vous verrez qu'évidemment, on trouve à chaque fois la même chose. Théorème, P appartenant à A, P est symétrique si et seulement si P sigma est égal à P, quelle que soit la transposition sigma de Sn. Démonstration, dans ce sens c'est évident, parce que s'il est symétrique, on a ça, quelle que soit la permutation, donc en particulier, quelle que soit la transposition. Dans l'autre sens, toute permutation sigma de Sn se décompose en un produit de transposition de Sn, et on fait une récurrence sur P. Si P est égal à 1,
on a affaire à une transposition, donc on sait que P sigma est égal à P, on suppose le résultat vrai à l'ordre N, et on considère donc à l'ordre P, hein, pardon, et puis soit sigma égale T1 rond T2 jusqu'à Tp plus 1. Je vais l'écrire gamma rond Tp plus 1, P sigma, P sigma va être égal à P gamma rond Tp plus 1. C'est-à-dire P Tp plus 1 auquel on applique gamma. Mais Tp plus 1 est égal à P, parce qu'on a fait l'hypothèse que c'est invariant par transposition. Et donc ici, ça nous fait P. Et P gamma est égal à P, hypothèse de récurrence, hein, puisque gamma est produit de P transposition. Donc P sigma va être égal à P, donc la propriété est vraie à l'ordre P plus 1, donc elle est toujours vraie. Remarque, si on prend par exemple ce monôme et les transpositions, ces deux-là, eh bien on remarque que P sigma égale P oméga égale P. Donc en général, les P sigma, quand sigma décrit Sn, ne sont pas toujours 2 à 2 distincts. Ça va avoir son importance après ça. Si P est une somme de lambda i produit des xk à la puissance alpha ik, somme où tous les lambda i sont différents de 0 et ces termes-là différents de 2 à 2, et si je prends sigma appartenant à Sn, alors P sigma est égal à la somme des lambda i produit de k égale 1 à n des x sigma k à la puissance alpha ik. Eh bien, c'est encore une somme de n monômes 2 à 2 différents, parce que si j'en ai deux comme ça qui seraient égaux, alors forcément leurs coefficients sont égaux, et puis puisque sur les variables qui portent le même nom, donc x sigma k, il faut que les puissances soient les mêmes, donc alpha ik égale alpha jk. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on a ça qui est égal à ça, d'accord. Donc ça évidemment c'est impossible. Oui, parce que il faut bien comprendre là ici que quand K décrit varie de 1 à n, les sigma K là, ils varient de 1 à n, hein, parce que sigma c'est une permutation de 1 à n. Voilà. Polynôme engendré par un monôme U non constant, donc le degré de D, son degré va être supérieur ou égal à 1. Si U est égal à ça, on considère tous les monômes de cette forme-là. Alors, ils ne sont pas tous 2 à 2 distincts, hein, et on fait la somme de ceux qui sont 2 à 2 distincts. Hein, d'accord. Le polynôme obtenu qu'on note S de U est symétrique homogène de degré D égale à ça. Exemple, si je prends U égale x1, x2 carré, x3, donc je suis avec n égale 3. S3, c'est toutes ces 6 permutations-là. Donc les monômes qu'on peut faire avec ça, c'est celui avec l'identité, c'est ça. Là, j'échange un 2, donc je vais avoir x2, x1 carré, x3. Là, j'échange un 3, je vais avoir ça. Voilà, etc., etc. Je prends le dernier, par exemple, 1 est envoyé en 3, donc je vais avoir x3. 2 est envoyé en 1, donc x1 carré, x2. Bon, ce que je remarque, c'est qu'il y en a qui se retrouvent plusieurs fois. Celui-là, il est là, celui-là, il est là, et celui-là, il est ici. Donc en fait, j'ai que 3 monômes distincts. Je fais leur somme, et j'obtiens S de U, et je vois bien qu'il est symétrique, ce S de U. Et de degré, 2 et 1. 1 plus 2, 3 plus 1, 4. Bon. Alors ici, démonstration, tous les monômes de S de U ont le même degré, qui est somme de 1 à n des alpha k, d'accord, puisque c'est une somme de monômes de cette forme-là. Donc je vois bien que le degré, c'est la somme des alpha k. Donc S de U est homogène de degré, somme de 1 à n des alpha k. Oui, il ne peut pas être nul, il faut bien se rendre compte qu'il ne peut pas être nul, parce qu'en fait, on a des monômes qui sont tous différents. Cette partie-là est toujours, ils sont tous différents. D'accord. Donc quand on additionne des monômes qui sont différents, on ne peut pas obtenir 0. Hein. On obtient bien un polynôme de degré D, d'accord, homogène. Pour sigma appartenant à Sn, on note ça.
D'accord. U sigma est égal à ça. Eh bien, on considère delta l'ensemble de tous ces U sigma. Alors, comme il y a Sn, il y a factoriel n permutations, mais on a vu que les U sigma ne sont pas forcément tous distincts. Donc quand j'écris cet ensemble-là, il faut bien comprendre que c'est un ensemble qui a un cardinal égal à P, compris entre 1 et cardinal de Sn. Il peut être plus petit que le cardinal de Sn. Et le fameux polynôme que j'ai obtenu ici, c'est S de U égale somme des U sigma, quand U sigma décrit delta, bien sûr. Soit avec maintenant gamma appartenant à Sn. Su en gamma, ça va être la somme pour U sigma, quand U sigma décrit delta, des U sigma gamma. Alors, l'ensemble des U sigma gamma, auquel j'applique gamma, pour sigma appartient à Sn, c'est l'ensemble des U gamma rang sigma quand sigma appartient à Sn. C'est-à-dire c'est l'ensemble des UW quand W appartient à Sn. Pourquoi? Et donc ça va être égal à delta. Pourquoi ça? Parce que quand sigma décrit Sn, hein, gamma rond sigma décrit Sn. Gamma est fixé. Hein. Donc cette somme des U sigma gamma quand U sigma appartient à delta va être égale à la somme des U oméga quand U oméga appartient à delta. D'accord? Et donc c'est exactement U. Donc j'ai SU gamma qui est égal à SU, quel que soit gamma appartenant à Sn, ce qui veut dire que S de U est symétrique et c'est gagné. Remarque, reprenons U non constant. Si gamma appartient à Sn, donc est une permutation, alors S de U gamma, c'est-à-dire le polynôme engendré par U gamma, est égal au polynôme engendré par U. On considère toujours delta prime égale l'ensemble des U gamma sigma, quand sigma décrit Sn. Donc ça va être cet ensemble-là, donc ça va être cet ensemble-là, car quand sigma décrit Sn, sigma rond gamma décrit Sn. Donc on a bien ça, c'est immédiat. Même notation, dans la somme ici, il existe un unique monôme, V, appartenant à delta, de cette forme-là, avec les bêta qui sont en ordre décroissant. Exemple, si je prends U, on a vu que S de U était ça. Dans ces monômes-là, il n'y en a qu'un qui vérifie le plus grand exposant sur U1, ensuite sur U2, ensuite sur U3. Démonstration, donc on prend U, et on considère l'ensemble des exposants, c'est une partie finie de N qui prend P valeurs. P valeurs distinctes que j'ai mis en ordre décroissant. Chaque valeur étant prise nk fois. Donc si V convient à mon problème, donc il vérifie ça bien sûr, et donc l'image réciproque par bêta, parce que bêta c'est une fonction finalement, de A1 va être 1N1 que j'appelle I1. Celle de A2, ça va être le suivant, c'est-à-dire N plus 1 jusqu'à N1 plus N2. N1 plus 1, pardon. Ça fait I2, etc. Et je vous laisse vérifier, c'est ça. Donc, pour K appartenant à J, on aura bêta K qui sera parfaitement déterminé comme étant égal à AJ sur IJ, ce qui détermine donc bêta. Parce que les IJ forment une partition de 1N. L'existence, on ordonne de façon décroissante les alpha K, et on produit ainsi une permutation U. On appelle sigma la réciproque de U, donc U égale sigma moins 1. Et donc, on est assez habitué à écrire ça, et donc ça nous fait ça. Et forcément, ça convient, puisque les alpha UK sont en ordre décroissant. Donc, existence et unicité, c'est bon. Et puis, au passage, les alpha UK, pas alpha K ici, c'est les alpha UK qu'on a ici, c'est les bêta K qu'on avait dans la première partie. On a avec la notation précédente la somme de 1 à P des NK à K qui est égale à degré de U, c'est évident, et donc qui est égale à la somme de 1 à N des BK, avec somme de 1 à P des NK qui est évidemment égale à N, puisque c'est évident. Voilà. Remarque, si les NK appartiennent à N et que
la somme des nk est égale à n, alors on a ça. Alors en fait, c'est parce qu'on va démontrer un résultat où il y aura cette formule-là tout à l'heure. Je pourrais m'en passer. On démontre ça par récurrence sur P, c'est évident si P égale 1, car n égale n1, donc n égale 1. Supposons que ce soit vrai à l'ordre P, et considérons ça. Eh bien, on pose à k est égal à nk si k est entre 0 et p moins 1. C'est-à-dire on va se ramener de p plus 1 terme à p terme en disant que les deux derniers, on les appelle ap. Et donc, on a toujours ça. Et donc, on a ça. D'accord? Et si je prends ap factoriel, c'est np plus n plus 1 factoriel. Mais ça, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas tout à fait, mais presque. np parmi ap. Ben, ça, c'est possible de prendre np parmi ap, parce que np est petit que ap. Ça fait ça. D'accord? Voilà. Et c'est égal à factoriel ap sur np factoriel np plus 1. Ça va être égal à ça. Les premiers termes, là, les p-1 premiers termes, ils sont égaux à a1 jusqu'à ap-1. Donc, voilà les factoriels. Et puis pour le dernier, bah, c'est np factoriel, np plus 1 factoriel. Je vais passer ça de l'autre côté. D'accord? De l'autre côté, c'est-à-dire fois ça. Et je vais diviser ap factoriel par ça. Donc, ça revient à multiplier par ça et à diviser par ça. Et donc, je trouve que ça fait quoi? Ben que ça fait ça fait exactement lambda multiplié par ça, qui est un nombre entier, lui. Hein, qui est un nombre entier. Donc, oui, ça c'est lambda, et ça c'est multiplié par ça, donc c'est un nombre entier. Et donc la propriété est vraie à l'ordre p plus 1, donc elle est toujours vraie, d'après le théorème de récurrence. On prend donc ce monôme, donc constant, le nombre de monômes de S de U est égal à ça. Donc on va démontrer ça. Alors bien sûr, la somme des nk va être égale à n parce que l'ensemble des alpha k c'est ça. Donc les alpha k prennent p valeurs distinctes, chacune de ces valeurs est prise nk fois. Donc la somme des nk est égale à n. Et donc on a démontré tout à l'heure que c'était un entier naturel. En fait, on n'avait pas besoin de démontrer parce que cette démonstration-là, de cette démonstration-là, on en déduira aussi que, puisque c'est un nombre de monômes, bah, c'est un entier naturel. Démonstration considère H, l'ensemble des permutations telles que sigma, telles que U, sigma égale U. C'est un sous-groupe de SN rond, parce que contient l'identité, c'est évident. Parce que si sigma appartient à ça, eh bien on a ça, donc ça, donc ça, donc ça, et on finit par avoir sigma moins 1 qui appartient à H, et puis enfin, si sigma et gamma appartiennent à H, on a U gamma rond sigma qui est égal à ça. Bref. Soit R, la relation définie sur Sn par sigma R gamma équivaut à U gamma égale U sigma, ce qui équivaut à dire que ça, ce qui équivaut à dire que sigma moins 1 rond gamma appartient à H, et donc gamma appartient à sigma rond H. On sait que c'est une relation d'équivalence parce qu'on a déjà étudié ce genre de relation qui intervient avec un sous-groupe d'un groupe. Et là, H est un sous-groupe de Sn. D'accord? Et on sait que c'est une relation d'équivalence, que la classe de sigma c'est sigma rond H, que l'espace quotient Sn sur R c'est Sn sur H, que le cardinal d'une classe, les classes ont toutes le même cardinal qui est le cardinal de la classe nulle, enfin de l'élément neutre on va dire, donc c'est-à-dire ici H, et donc Sn de H, il y a Q classes, hein, qui ont le même nombre d'éléments, qui est ça, et donc on a cette relation. Alors, delta, c'est l'ensemble des U gamma, gamma appartenant à Sn, c'est l'ensemble des U sigma k aussi, pour k compris entre 1 et Q. Alors, cette inclusion, elle est évidente, et puis l'autre inclusion, c'est parce que si U gamma appartient à delta, alors il existe k tel que il appartient à une classe, et donc U gamma sera un U sigma k. Voilà. Hein, puisque les classes forment une partition de Sn. C'est pour ça qu'on peut écrire ça. Donc SU est égal à la somme de 1 à Q de U sigma gamma, hein, parce que en fait ces classes, quand on prend si je considère les représentants, la sigma 1, sigma 2, sigma Q de ces classes,
d'accord, ils donnent des monomes qui sont différents les uns des autres, hein, par définition de cette relation, d'accord. Donc on a les Q-monomes différents, et si on essaye d'autres avec d'autres d'autres permutations, ils vont forcément être dans une de ces classes, et donc ils vont redonner le même monome qui engendre, d'accord. Donc en fait, il n'y a que ces Q-monomes-là qui seront dans la somme, hein, dans S de U. Hein, voilà. C'est pour ça que S de U, c'est la somme de A à Q des U sigma K. Donc il y a Q termes, donc le nombre de termes, c'est ça, d'accord, et il faut juste calculer le cardinal de H. Sigma appartient à H, ça équivaut à dire ça, ce qui équivaut à dire ça, et donc ça, bon je vais vite parce que tout ça, ça a déjà été fait, hein. Ça équivaut donc à dire que alpha sigma K est égal à alpha K, quel que soit K appartenant à N. Si alpha K est égal à I, bah, dire ça, ça équivaut à dire ça, c'est-à-dire que sigma K appartient à alpha moins 1 des AI. Alors on sait que un N, ça va être la réunion disjointe de ces alpha moins 1 de AI, c'est-à-dire des AI, d'accord. Et donc, alpha K, oui, parce qu'on a ça. Hein. Alpha K est... Alors, dire que alpha K est égal à I, ça équivaut à dire que K appartient à I. Et puis ça équivaut à dire que sigma K appartient à I, quel que soit K, donc appartenant à I. Voilà. Donc, on a ça, qui équivaut à dire que sigma de AI, finalement, est égal à AI, quel que soit I allant de 1 à P. Autrement dit, ça équivaut à dire que la restriction de sigma à chaque AI est une permutation de AI, parce que AI et sigma I ont le même nombre d'éléments. Cardinal et que sigma est injective. Cardinal de AI est égal à NI. Il y a donc n factoriel NI permutation de AI, d'accord. Donc en fait, le nombre de permutations, ça va être le nombre de permutations qu'on a dans A1 multiplié par celui qu'on a dans A2, etc., etc. C'est comme un arbre. Alors ça, c'est facile à démontrer par récurrence sur P. Donc finalement, le cardinal de H, c'est ça, et donc Q est égal à factoriel n sur ça, et d'où le résultat. Voilà. Remarque que la démonstration précédente montre que sigma appartient à H, équivaut à dire que sigma de AI est égal à I, quel que soit I. Donc pour U égale ça, ben, on a ce qu'on avait dit avant. Si sigma gamma appartient à Sn, A sigma est égal à gamma, équivaut à dire ça, donc ça. Donc ça équivaut à dire que A sigma et gamma ont les mêmes exposants sur chaque xk. Pour construire S de U, il faut choisir des sigmas tels que les sigma AI ne sont pas tous égaux. Donc choisir des sigmas tels que les sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma AP. Donc là on a N1 éléments, là on a N2, là on a NP, soit différents, c'est-à-dire qu'ils diffèrent par au moins un des sigma I. On retrouve que le nombre de sigma possibles, ça va être factoriel N1, factoriel N2, jusqu'à factoriel NP, puis que le nombre P est égal à factoriel n sur ça. Polynômes symétriques élémentaires de k de x1 jusqu'à xn pour n supérieur ou égal à 1, ce sont les polynômes symétriques homogènes engendrés par un monôme non constant, comme ça, où alpha k est égal à 0 ou 1, donc P est égal à 2, d'accord. Le nombre n1 d'exposants égaux à 1 peut être 1, 2 jusqu'à n, il y a n polynômes qui conviennent. Donc pour n1 est égal à 1, bah on a U égale x1 qui engendre sigma 1 égale S de x1, donc qui fait ça. Et on retrouve factoriel n sur 1 fois factoriel n moins 1 égale n, donc il y a bien n polynômes ici, n monômes, je veux dire, dans la somme. Pour n1 égale n, bah on a ça, qui engendre ça, et là aussi on retrouve bien le résultat. Et pour, quand n1 est entre 2 et n-1, donc n supérieur ou égal à 3, on a U qui est égal à ça, et A1 qui est égal alpha moins 1 de 1 qui est égal à ça. Et il y a n1 parmi n façons de choisir les xk à la puissance 1. Donc sigma j est égal à S de U va être égal à la somme de ces polynômes-là, d'accord. Et le nombre de monômes va être égal à n1 parmi n, c'est-à-dire ça. Exemple, bah, n égale 1, sigma 1 est égal à x1, dans k de x1, n égale 2, dans k de x1, x2, bah, on va avoir ça et ça.
Dans n égale 3, dans le cas de x1, x2, x3, on a la somme. Ensuite, on a les sommes des monômes où il y en a deux. Hein. Et puis sigma 3 égale x1, x2, x3. Puis pour n égale 4, dans le cas de x1, x2, x3, x4, ben on va avoir sigma 1, sigma 2, sigma 3 et sigma 4. On remarque que sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma n s'obtiennent en développant ce polynôme de Kn. En effet, on a ça. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que si on considère le terme en x puissance n-k, eh bien, il s'obtient en prenant n-k parenthèse, donc en développant les x dans n-k parenthèse, en les multipliant entre eux, et puis les autres, ben, c'est des moins xi qu'on prend dans les cas parenthèses qui restent. Donc ça donne des produits qui sont comme ça pour avoir le terme en x puissance n-k. Et ça fait moins 1 puissance k, et quand on fait la somme, moins 1 puissance k sigma k, puisque la sigma k, c'est la somme des produits des x1, xi1, xi2 jusqu'à xik, vérifiant ça. Polynôme somme de Newton, ce sont les SD de x1 jusqu'à xn, d appartenant à n. Donc ce sont les sommes de 1 à n des xk à la puissance d. Donc S0, bah, c'est la somme des 1, on dit que c'est n, hein, ça fait n puisqu'il y a un terme. S1, c'est ça, c'est-à-dire sigma. Si P appartient à Kn, hein, j'appelle Kn, pour n supérieur ou égal à 2, on va noter P chapeau appartenant à Kn-1 défini par P chapeau de xk, mais je m'arrête à xn-1, s'obtient en remplaçant xn par 0 dans le polynôme P. Soit alors sigma k appartenant à Kn, sigma k, ben c'est ça. Hein. Pour k est égal à n, c'est ça. Et donc si je remplace xn par 0, ça fait 0. Pour k inférieur à n, ça va être ça. D'accord? Et à ce moment-là, alors, en réalité, oui, sigma k, c'est ça. Mais là, vous avez vu la différence. Je mets inférieur. Pourquoi? Parce que quand on a l'égalité ici, ça veut dire in, ik est égal à n, le x, ik, il vaut xn, il vaut 0. Donc, il ne reste plus que ces termes-là. C'est ça. C'est exactement sigma k en kn-1. Donc, sigma n chapeau est égal à 0. Et pour i inférieur à n, sigma i chapeau, alors ça c'est le sigma i kn, est égal au sigma i de kn-1. Si P est un polynôme de Kn et que Q est défini par Q de x égale P de sigma 1, etc., Q' pareil par P de S1, et bien ces deux polynômes sont symétriques. Alors je note x, le n uplet x1 jusqu'à xn. Démonstration évidente, hein, P est de cette forme-là. On prend gamma une permutation. Q de x est donc de cette forme-là, puisque je remplace les x k par les sigma k. Et donc, quand je fais Q gamma de x, je vais obtenir ça. D'accord? Je remplace les sigma k par sigma k gamma. Sauf que sigma k gamma, ça vaut sigma k. Pourquoi? Parce que les sigma k, ils sont symétriques. Donc, j'obtiens ça. Donc, j'obtiens que Q de x est égal à Q gamma de x, quel que soit gamma appartenant à Sn. Donc, Q est symétrique, ce qui était évident. Hein. Idem pour Q', remarque, si n est supérieur ou égal à 2, d, alors d appartenant à n, hein, S d de x1 jusqu'à xn, c'est somme des xk à la puissance d, de 1 à n. Hein. Et donc, si je prends le S chapeau, ce qui consiste à supprimer le xn, ben, je vais obtenir ça. D'accord? Et donc, ça fait SD, mais cette fois-ci, dans Kn-1. On voit maintenant les formules de Newton qui donnent des relations entre les grands SK et les sigma k. On part toujours du même polynôme qui est dans cet espace et que je peux écrire comme ça en développant. Et si je le dérive, si je dérive ça, ça me fait ça. D'accord? P de xi est égal à 0, donc P de y c'est P de y moins P de xi qui peut s'écrire comme ça. Et là, je reconnais la somme d'une série de termes géométriques, et donc je remplace par ça.
facteur de y moins xi. P' de y, c'est quand je dérive par rapport, je prends une parenthèse et je dérive par rapport à elle, ça donne 1 fois toutes les autres. Et donc quand je fais tour à tour toutes les parenthèses, j'obtiens ça. C'est une formule bien connue, qui est égale à ça. Et donc, comme P de y, je viens de voir que c'était cette somme-là, eh bien je vais obtenir ça parce que y moins xi et y moins xi se suppriment. P' de y est donc égal. Alors là, c'est la somme des i, ben, je peux la faire passer là-dedans pour les xi. Et donc ça fait somme de k, somme de j, et là je vais avoir somme des i comme ça. Et cette somme des i, ben, c'est ça. C'est grand S de n moins k moins 1 moins j. Donc j'obtiens ça. Et ça, maintenant, j'inverse les j et puis les k. D'accord? Et j'obtiens ça. Voilà. Alors, P' de y est donc égal à ça. Alors, yj, oui, je le sors. D'accord? Et je l'identifie à l'autre formule de P' de y que j'ai ici, dans laquelle je vais faire le changement de variable j égale n moins k moins 1. Et donc, ça fait ça. Voilà. Comme ça me permet d'avoir des yj des deux côtés et de dire que ce coef-là est égal à ce coef-là, qui est une somme. Donc, j'obtiens ça. Voilà. J'obtiens ça, et là, je fais encore un autre changement de variable, décidément, i égale n moins 1 moins j, c'est-à-dire ça. Et comme ça me donne un truc qui est un peu plus simple. Alors, ça c'est vrai, quel que soit i allant de 0 à n-1, pour i égale 0, bah, ça fait n égale n. Et pour i égale 1, bah, j'obtiens ça. Ça, je vous laisse vérifier, parce que bon, c'est que du calcul en fait. Voilà. Alors maintenant, les p de xi sont toujours égaux à 0, donc ça fait ça. D'accord? Donc, si je les multiplie par xi à la puissance j-n, mais évidemment, je prends j supérieur ou égal à n, ça va me faire ça, quel que soit i. Et maintenant, je vais faire la somme sur les i, toujours pour arracher des grands S. Et donc, ça fait ça. Et donc là, ça fait somme de k égale 0 de moins 1 puissance k sigma k, somme de i égale à n des xi à la puissance j moins k, qui est égale à 0. Et ça, c'est grand S j moins k. D'accord? Quel que soit j, supérieur ou égal à n. Et je remarque que pour k égale 0, ça fait 1, ça fait 1, et ça fait S grand j. Grand SJ plutôt. Et donc en le passant de l'autre côté, le grand SJ, ça va être égal à moins la somme des autres, c'est-à-dire de k égale 1 à n. Et donc ça me rajoute un coefficient 1 à moins 1, un exposant. Donc j'obtiens ça. Voilà. On pourrait les écrire avec moi. Là aussi, on pourrait séparer et puis obtenir un grand S d'un côté. Bon, ça c'est les formules de Newton qu'on peut écrire autrement aussi. Et qui permettent de calculer les SK successivement, c'est-à-dire on commence de S0, puis S1, puis S2, les grands SK. Alors les premières pour k égale 0 à k égale n-1, puis la suite pour j supérieur, les j pour j supérieur ou égal à n. Formules de Newton vont vous permettre de calculer les SJ en fonction des sigma k et des sigma k en fonction des SJ. Alors on va démontrer que quel que soit i entre 1 et n-1, il existe un polynôme des variables x1 jusqu'à xi tel que si de x1 jusqu'à xn, parce que si là, il dépend évidemment de toutes les variables de xk. Il est un polynôme pi en sigma 1 de x1 jusqu'à xn. Il ne faut pas oublier que les sigma k, eux aussi, dépendent des variables x1 jusqu'à xn. D'accord? Voilà. On pourrait écrire ça, SI égale PI de sigma 1 jusqu'à sigma i. Mais c'est dangereux. De plus, si K égale Q, R, C, PI appartient à Z, est un coefficient dans Z. Démonstration par récurrence, n égale 0, S0 est égal à n, c'est constante, c'est un polynôme constant. Donc P0 égale n. Pour n égale 1, S1 est égal à sigma 1, donc P1 égale x1. Donc là aussi, on voit bien que les coefficients sont dans Z. Supposons que ça soit vrai pour tout i, vérifiant ça. Voilà. Ça. K est égal à 0 dans 1. Si je fais K égale 0 dans 1, j'obtiens facilement que SI plus somme de 1 à I est égal à ça.
Donc SI est égal à cette somme-là. Je vous laisse vérifier, c'est évident. Donc ça va être somme de K égale 1 à I de moins 1 puissance K plus 1 sigma K PI moins K, parce que les SI moins K par la récurrence, c'est des PI moins K de sigma jusqu'à sigma I moins K. Plus moins 1 puissance I sigma I, là je rajoute un autre sigma, donc c'est en fait un PI de sigma jusqu'à sigma I. Donc avec PI qui va être égal à quoi? PI de x1 jusqu'à xi, ça va être la somme de 1 à I des moins 1 puissance K plus 1 xk, PI moins K, x1 jusqu'à xi moins K, plus moins 1 puissance I xi, n moins I. Voilà. Et lui, il appartient à K de x1 jusqu'à xi. D'accord? Les coefficients des PJ là, qui sont dans les formules étant dans Z, ben, on s'aperçoit que celui-là aussi a ses coefficients dans Z. Donc le théorème de récurrence montre que c'est vrai jusqu'à l'ordre n-1. Alors après, il faut utiliser les autres formules. Donc pour Sn, ça nous donne, quand je fais J égale n, ça nous donne ça. Et donc là, je vois que c'est un Pn de sigma 1 jusqu'à sigma n, avec Pn qui est égal à la somme de moins 1 puissance k plus 1 xk, Pn moins k. Voilà. Et c'est Pn moins k, pardon. Donc lui, il appartient à K de x1, xn, hein, parce que quand on fait ça, ben, évidemment, on a xn. Hein. Et donc, ça marche encore. Supposons que le résultat soit vrai, puis on voit que les coefficients sont dans Z. Hein. Pour tout K compris entre n et j-1, ben, Sj, toujours la même formule 2, me donne ça. Et donc, alors, on remarque que pour K compris entre 0 et n-1, les Pk sont des polynômes qui sont là-dedans. Mais étant là-dedans, ils sont là-dedans aussi. Hein. Donc là, je vais pouvoir dire que Sj, c'est la somme, que Sj est égal à Pj de sigma 1 jusqu'à sigma n, parce que là, les sigma, ça va de 1 à n, où Pj est égal à la somme de K égale 1 à n de moins 1 puissance K plus 1 xk, Pj moins K, les Pj moins K, ben, je considère qu'ils sont de la variable x1 jusqu'à xn. Donc ça appartient bien à K de x1 jusqu'à xn. La propriété est vraie à l'ordre J. D'accord. Au passage, je vois bien que les coefficients vont rester dans Z, que ça se transmet, que c'est héréditaire. Le théorème de récurrence me dit que c'est toujours vrai pour tout cas supérieur ou égal à n. Et comme c'était déjà vrai entre 0 et n-1, donc c'est toujours vrai, donc j'ai bien ça. Et puis, de plus, les relations 3 et 4, hein, je l'ai déjà dit, montrent que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire que P0, P1 sont à coefficient dans Z, et les relations 3 et 4 montrent que la propriété est héréditaire, donc tous les PJ sont à coefficient dans Z. Avec ces mêmes formules de Newton, on peut exprimer maintenant les sigma K en fonction des grands Sj, en prenant, en démontrant qu'il existe un polynôme, hein, comme ça. Bon, je vais un peu plus vite parce que c'est pareil, hein, tel que sigma i est égal à pi de S1 jusqu'à Si. Voilà. Et en plus, si k égale Q, R ou C, on a le pi qui appartient à Q. Donc, supposons que le résultat soit vrai. Alors, il est vrai pour n égale 0, pour i égale 0. Enfin, bon, il n'y a pas besoin de le démontrer, ça n'a aucun intérêt. Alors, c'est vrai pour i égale 1, et là je fais une récurrence, je suppose que c'est vrai pour k, pour i-1, enfin jusqu'à i-1, et j'utilise la formule 1 avec k égale i pour sortir un élément de la somme, et le mettre avec celui-là. Donc je vais avoir sigma i que je vais pouvoir factoriser ici, je vous laisse vérifier, je vous fais ça, qui me donne sigma i qui est égal à ça. Voilà. Alors là, grâce à la récurrence, sigma k, c'est pk de S1 jusqu'à sk, Si moins k il reste. Ça fait pi de S1 jusqu'à ici, avec pi qui va être égal à pi qui dépend des variables x1 jusqu'à xi, hein, et qui donc appartient à ça, et qui est égal à moins 1 puissance i sur i, somme de 0 à i-1, de moins 1 à la puissance k plus 1, pk de xk de x1 jusqu'à xk, multiplié par xi moins k. Donc la propriété est vraie à l'ordre i, quel que soit i, inférieur strictement à n. Alors maintenant, il faut la vérifier pour n.
Donc j'utilise là la formule 2, d'accord, en prenant J égale N, qui me donne ça. Donc je vais un petit peu vite parce que c'est évident. Et je trouve ça, qui est en fait d'ailleurs la même formule qu'ici, sauf qu'il y a un moins qui a été ici au lieu d'être intégré ici. Donc je trouve ça, et donc c'est Pn de S1 jusqu'à Sn, avec Pn de x1 jusqu'à xn, qui est égal à ça, somme de moins 1 à la puissance k. Alors ici ça nous fait du pk S1, donc x1 jusqu'à xk, multiplié par xn-k, qui appartient à k de x1 jusqu'à xn. D'où le résultat. P0, P1 sont un coefficient dans Q, et les relations 3 et 4 montrent que la propriété est héréditaire et que tous les coefficients des sigma k sont donc dans Q. Je reprends les formules de Newton, on se place dans cet espace et on calcule les SK. S0 est égal à 3, S1 égale sigma 1, donc en fonction de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Dans 1, on fait I égale 2, on obtient ça, et on a tout de suite S2 qui vaut ça. J égale 3 dans 2, je vous laisse vérifier, ça donne ça. Je remplace S2 par ce que j'ai trouvé avant, et voilà, je trouve ça. J égale 4 dans 2 aussi, donc ça me fait ça. Je remplace S3, je remplace S2, je développe, je simplifie, je vous laisse vérifier. Calcul des sigma k maintenant, sigma 0 est égal à 1, sigma 1 égale S1, donc en fonction des grands S. Hein. Sigma 2, sigma 2 c'est sigma 1 au carré moins S2, alors ça vient de là. D'accord? Sigma 2, c'est bien sigma 1 au carré moins S2 divisé par 2. Donc ça fait S1 au carré moins S2 sur 2. Alors là, ce que j'ai appelé le petit 4, c'était ça. Ça va me permettre d'avoir sigma 3, d'accord? Puisque j'ai S3 qui est égal à ça. S3 égale sigma 1 au cube, 3 sigma 1, alors que je vais appeler S1 bien sûr. Sigma 2, bah, je vais le remplacer par ça, d'accord? Plus 3 sigma 3, voilà. Puis après, bah, j'isole 3 sigma 3, donc je renvoie tout ça de l'autre côté. Donc ça fait S3 moins S1 cube, et puis ça va faire moins 3,5 plus 3,5, donc S1 carré moins S2, voilà, je calcule, et je simplifie, et donc je trouve ça. Voilà. Sans les formules, alors sans les formules, bah, S1 et sigma, c'est évident, S2 c'est ça, bah, S2 je peux l'écrire ce produit-là, moins les doubles produits, ça fera ça. Donc ça fait S1 carré moins 2 sigma 2. Donc ça fait sigma 1 carré moins 2 sigma 2. Je retrouve le résultat. Là, je vais écrire ce produit. Je sais, j'ai la formule qui me dit que ça fait ça. Et quand je remplace y par xi, ça fait 0. Donc ça fait 0 égale xi au cube, moins sigma 1 xi au carré, plus sigma 2 xi, moins sigma 3. D'accord? Et je fais la somme pour i égale 1, 2 et 3. Donc ça fait la somme de ces trucs-là, c'est-à-dire S3, moins sigma 1, la somme des carrés, c'est-à-dire S2, plus sigma 2, la somme des xi, c'est-à-dire S1, moins 3 sigma 3 égale 0. Donc S3 va être égal à ça, je vous laisse vérifier le calcul, on retrouve le résultat. S4, S4 je peux écrire que c'est des puissances 4, donc je peux écrire ça, moins les doubles produits, d'accord? Puis ça, c'est encore des carrés, donc je peux redire aussi que c'est moins 2 fois ce carré-là auquel j'enlève tous les doubles produits qui font ça. Et donc, ça fait S2 carré moins 2 sigma 2 au carré, plus, là je peux mettre x1, x2, x3 en facteur, donc 4, ça. Alors ça, c'est quoi? C'est sigma 3, facteur de ça, d'accord? x1 plus x2 plus x3 qui est sigma 1. Donc je vais trouver ça. Je simplifie et je retrouve S4 que j'avais trouvé ici. Je dois avoir la même expression. Ouais, c'est bon.
démontre le théorème fondamental des polynômes symétriques pour n supérieur ou égal à 1. Si P appartient à Kn est symétrique, alors il existe un unique Q appartenant à Kn tel que P de x1 jusqu'à xn soit Q des sigma k. Démonstration pour P appartenant à Kn, symétrique de degré d, on fait une double récurrence sur n et d. P de np est la propriété qui dit que ça c'est vrai. Si, alors, pour n égale 1, P est égal à P de x1, et comme x1 c'est sigma 1, ça fait P de sigma 1 terminé. On suppose que la propriété est vraie pour n supérieur ou égal à 2, propriété est vraie en n-1 et quel que soit d. Et on veut la démontrer, on veut démontrer que P de nd est toujours vrai. Soit P appartenant à Kn, premier cas d égale 0, polynôme constant, c'est évident. Supposons maintenant d', que ça soit vrai pour tous des primes compris entre 0 et d strictement, et montrons que P de nd est vrai. P appartient à Kn, symétrique de degré d, P chapeau, le polynôme de Kn-1 obtenu à partir de P en remplaçant xn par 0, en substituant xn par 0. Donc P chapeau est égal à ça, soit gamma appartenant à Sn-1, et oméga égal à gamma en fait sur 1n-1, et gamma de n et oméga de n est égal à n. Autrement dit, oméga appartient à Sn, et comme P est symétrique, P oméga égale P, donc P oméga 1 jusqu'à oméga n égale P de x1 jusqu'à xn. Et donc j'ai P de x oméga 1 jusqu'à P de x oméga n-1 xn, d'accord, et qui est égal à P de x1 jusqu'à xn. Ici les oméga, là je peux les remplacer par gamma. Et donc je vois que pour xn égale 0, P chapeau gamma, quand je lui applique gamma, est égal à P chapeau. Donc ça c'est vrai, quelle que soit la permutation gamma, donc P chapeau est symétrique. De plus, son degré est inférieur à P, donc je peux lui appliquer l'hypothèse de récurrence et l'écrire comme ça, avec des sigma k qui appartiennent à Kn-1. A chapeau de sigma 1 jusqu'à sigma n, alors là, avec des sigma k appartenant à Kn, c'est A de sigma 1 jusqu'à sigma n dans Kn-1. Pourquoi? Parce que sigma chapeau de sigma j chapeau, quand je prends sigma j dans Kn et que je remplace xn par 0, je trouve le sigma j dans Kn-1. Soit Q appartenant à Kn, Q de x1 jusqu'à xn est égal à ça, d'accord? Q chapeau égale P chapeau moins A d'après ce qu'on a dit, égale 0. Donc dans Kn-1, je vais avoir Q de x1 jusqu'à xn-1, 0, qui est égal à 0. Ce qui veut dire que xn divise Qn, divise Q dans Kn. C'est-à-dire que Q est égal à xn multiplié par U dans Kn. Donc Q gamma est égal à xn gamma multiplié par U gamma, quel que soit gamma appartenant à Sn. Donc Q, parce que ça c'est symétrique, donc ça fait Q, est égal à... Alors xn gamma, si je prends une transposition entre J et N, ça va faire xj égale U gamma. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que xj divise Q. Voilà. Quel que soit J appartenant à un N. Mais comme les xj sont 2 à 2 premiers entre eux, leur produit, c'est-à-dire sigma n, on est dans Kn, il ne faut pas l'oublier, donc sigma n c'est égal à ça, divise Q dans Kn. Et donc Q est égal à sigma n fois Q' dans Kn. D' égale le degré de Q', obtenu en prenant le terme de plus haut degré comme ça, et bien en x, en multipliant par sigma n, on voit que degré de Q est supérieur ou égal à D' plus n. Donc D' est inférieur ou égal à degré de Q moins n, mais degré de Q est inférieur ou égal à degré de P, parce qu'on a ça. Donc D' est inférieur à D. De plus, 1, alors ça je ne me souviens plus trop ce que j'appelle 1, mais Q est symétrique parce que P est symétrique, alors Q est symétrique, bon je vous laisse chercher où ça se trouve, c'est là. Il est symétrique parce que P est symétrique et que A aussi est symétrique. Alors lui il est symétrique parce que composé des sigma, c'est de monômes qui sont comme ça et qui sont tous symétriques.
D'accord? Donc c'est bon. Donc Q est symétrique dans Kn et Q gamma est égal à sigma n auquel j'applique gamma multiplié par Q' auquel j'applique gamma. Et donc ça fait Q égale sigma n, parce que sigma n gamma ça fait gamma, hein. Ça fait sigma n multiplié par Q' gamma. Donc sigma n multiplié par Q' gamma est égal à sigma n multiplié par Q', et donc ça fait ça. Et donc j'obtiens facilement que Q' gamma égale Q gamma, quel que soit gamma appartenant à Sn. Donc Q' est symétrique dans Kn, et il est de degré D, de degré inférieur à D. Donc je peux lui appliquer l'hypothèse de récurrence. Il existe un polynôme Q seconde de Kn tel que l'on est ça. Bon, donc Q va être égal à sigma n multiplié par Q seconde en ça, et ça nous fait évidemment un polynôme en sigma 1, sigma n. Hein. Alors R c'est quoi? C'est en fait xn Q seconde, parce que quand je remplace par les sigma, ça fait sigma 1 jusqu'à sigma n, et ça fait sigma n. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Soit alors S', le polynôme appartenant à Kn tel que S' de x1 jusqu'à xn est égal à a x1 jusqu'à xn-1, ben j'ai P égale Q plus A en ça, d'accord? Et donc ça va me faire R en sigma 1 jusqu'à sigma n, plus S' en sigma 1 jusqu'à sigma n, et donc ça nous fait ça. J'ai trouvé un polynôme. Donc c'est OK à l'ordre P, et donc P de NP est vrai quel que soit P supérieur ou égal à 0, et donc par récurrence sur N, PNP est toujours vrai, unité de la décomposition. Maintenant, supposons que, donc on sait qu'on a ça, supposons qu'il y a un Q' aussi qui vérifie ça, il s'agit de montrer que Q égale Q'. Dire ça équivaut à dire ça. Donc en remplaçant Q moins Q' par P, ça revient à démontrer que si P de sigma 1 jusqu'à sigma n est égal à 0, alors P égale 0. C'est donc ce qu'on va faire par récurrence sur N et sur le degré P de P. Donc PNP, c'est la propriété qui dit que pour ces conditions-là, si ça est égal à 0, alors P égale 0. Si N est égal à 1, sigma 1 est égal à x1, donc dire que P de sigma 1 égale 0, ça équivaut à dire que P de x1 égale 0, donc que P est nul quel que soit P supérieur ou égal à 0. Supposons maintenant que Pn-1P soit vrai quel que soit P positif, et montrons que PNP est vrai quel que soit P positif. Pour P égale 0, P est une constante de K, dire que P sigma 1 jusqu'à sigma n égale 0, ça implique que la constante est nulle, donc P égale 0. Supposons maintenant que PNQ est vrai quel que soit Q, compris entre 0 et P-1. P appartient à Kn de degré P, vérifie ça, on divise par P par Xn dans K de x1 jusqu'à Xn-1 de Xn, c'est-à-dire Kn-1 de Xn. P égale IQ Xn plus R, où QR appartient à Kn-1 de Xn. Degré de R doit être inférieur à degré de Xn qui vaut 1. R appartient à Kn-1, donc, puisqu'il est de degré 0, Kn-1, c'est-à-dire ça. P de sigma 1 jusqu'à sigma n égale Q de sigma 1 jusqu'à sigma n fois le Xn, je le remplace par sigma n, plus R de sigma 1 jusqu'à sigma n. Là, les sigma j, ils sont dans Kn. Faut bien comprendre que ici, ceux-là, là, ils sont dans Kn. Mais alors, vous allez me dire, j'en ai un de trop. Moi, c'est pas un problème. On peut considérer que R appartenant à Kn-1 est dans Kn. P de sigma 1 chapeau jusqu'à sigma n chapeau est égal, je mets des chapeaux, ah oui, mais là, ça fait 0. Parce que sigma n chapeau, quand je remplace xn par 0, ça fait 0. Donc, il va rester ça. D'accord? Mais là, c'est des j est inférieur à n. Donc, les sigma j chapeau, il faut bien comprendre que ça va être des sigma j de Kn-1. Donc, en fait, comme ça, c'est égal à 0. Ça va être égal à 0. Et donc, le R de sigma 1, sigma n-1, etc. est égal à 0. Et là, il faut bien voir que les sigma j appartiennent à Kn-1. R est un polynôme de Kn-1 de Xn. D'accord? C'est ça. Hein? R est un polynôme de voilà, Kn-1 de Xn. Alors,
Donc les sigma j, c'est ceux qui sont dans Kn-1 parce que j'ai pris les sigma n chapeau, d'accord? Donc voilà, ils sont dans Kn-1. Donc, R appartient à Kn-1. Et R de sigma 1, sigma n-1 qui sont dans Kn-1 est égal à 0. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, R égale 0. Donc P est égal à Qx dans Kn. Ouais, bah oui, parce que ça c'est P égale Q, ça c'était dans Kn-1 de Xn, c'est-à-dire dans Kn. Et degré de Q est inférieur à P. Bah oui, ça je l'ai démontré avant. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, Q vaut 0. Donc P va valoir du coup Q, c'est Q fois Xn, c'est une multiplication, donc ça vaut 0. Donc P de NP va être vrai, quel que soit P, supérieur ou égal à 0. Par récurrence sur P, c'est toujours vrai. Et par récurrence sur N, P de NP est vrai, donc par récurrence sur N, la propriété est toujours vraie du résultat. Conclusion, quel que soit un polynôme P de Kn symétrique pour n supérieur ou égal à 1, il existe un unique Q appartenant à Kn, tel que P de des xi soit égal à q des sigma i, chacun des sigma i étant lui-même un polynôme en x1, s2 jusqu'à xn. Conséquence, si n supérieur ou égal à 1 et p appartient à Kn symétrique, il existe un unique polynôme de Kn tel que P des xi est égal à Q des si. Démonstration, il existe Q' dans Kn tel que P est un Q' des sigma i. Et on sait que chaque sigma i est un polynôme, est un PI des S1, S2 jusqu'à ici. Donc on définit Q appartenant à Kn par Q de x égale Q' de P1 de x1, P2 de x1, x2, etc. C'est un polynôme de Kn avec x égale ça. P de x est égal à Q' de sigma 1 x jusqu'à sigma n x, donc ça fait ça. Et si on regarde bien, je l'ai mis là parce que je l'avais oublié, Q de Sn de x, enfin Q des Sj, c'est Q', à partir de ça, de P1 de S1 de x, P1 de, j'ai remplacé x1 par S1, x1, x2 par S1, S2, etc. Et donc je trouve ça. Donc ça veut dire que P est égal à Q de S1, S2 jusqu'à Sn, et c'est terminé. Unicité, on suppose qu'il y en a deux, donc ça revient comme tout à l'heure à démontrer que si P des Sj est égal à 0, alors P est égal à 0. Chaque Sj est un Pj de sigma 1 jusqu'à sigma j. Donc P, donc dire ça, c'est dire que P, P1 sigma 1, P2 de sigma 1, sigma 2, etc. est égal à 0. Bon, ben on fait comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on pose Q de x égale P de P1 de x1, P2 de x1, x2, Pn, etc. Et on a tout de suite Q de sigma 1, c'est pareil, sigma 2 de x, sigma n de x, j'ai remplacé les xi par des sigma i, égale 0, qui implique que Q égale 0, puisque ça, on l'a déjà démontré tout à l'heure. D'où le résultat, d'où l'unicité. Complément, mais on ne va pas pousser très loin cette théorie. On va parler de discriminant d'équation algébrique, mais vraiment le minimum. On a un polynôme P dans C de x. On sait que l'équation admet n racines parce qu'il est degré n supérieur ou égal à 2, certaines pouvant être multiples, et que P est égal à ce produit-là. Et que quand on le développe, ça fait ça, donc chacun des AK est égal à moins 1 puissance k sigma k. On appelle discriminant du polynôme P ce nombre-là. Alors D égale 0 équivaut à il existe ij différent tel que ij moins xi est égal à 0. Autrement dit, il y a au moins une racine multiple. Remarque, P' de x est égal à ça, on l'a déjà souvent utilisé. Donc P' de xi va être égal à ça. Je vous laisse regarder ce qui nous fait ça. Donc le produit pour i égale à 1 à n des P' de xi va être le produit pour i égale à n de ces trucs-là. D'accord? Ce qui revient à faire le produit des xi moins xj pour ij du moment que i est différent de j. Alors donc, en fonction que i est inférieur ou supérieur à j, on va avoir, puisque ça va se répéter deux fois, xi moins xj, et puis xj moins xi. D'accord?
Donc on va prendre I inférieur à J. Et des I inférieurs à J comme ça, il y en a 2 parmi n, c'est-à-dire nn-1 sur 2. Donc ça fait moins 1 puissance nn-1 sur 2 multiplié par xi moins xj au carré. C'est-à-dire moins 1 puissance n-1 sur 2 multiplié par le discriminant. Exemple 1, n égale 2, p égale x2 plus bx plus c, p' égale 2x plus b, p' de x1, p' de x2 égale 2x1 plus b, 2x2 plus b, on développe et puis ça fait ça. Avec x1, x2, le produit qui est égal à c, la somme égale à moins b, on va trouver 4c moins b2. Et donc d est égal à b2 moins 4c, ce qui correspond bien à b2 moins 4ac, vu que ici a moins. Bon bah x est une racine double de p, si et seulement si d égale 0, c'est-à-dire b2 égale 4c. n égale 3 avec ce polynôme là, parce que quand on a un terme en x au carré, avec un changement de variable, on arrive à se ramener ça. J'ai fait un chapitre là-dessus. P' est égal à 3x2 plus p. Donc le produit des p' de xi va être égal à ça, ça, ça. Alors là, quand on développe, eh bien, je vous laisse faire. Hein. On laisse d'abord cette parenthèse. On développe celle-là, ça fait ça. Puis ensuite, on développe avec l'autre. Hein. C'est très facile en fait. Hein. Il n'y a aucune difficulté. Alors, on fait apparaître à un moment donné un 27 sigma 3 au carré, c'est-à-dire ce truc-là. Et comme sigma 3, ça fait moins Q, on va avoir un 27, un moins 27 Q, on va avoir ça, oui, parce qu'il est au carré. Voilà, 27 fois moins Q au carré, 27 Q2. Et puis là-dedans, on a aussi, alors il y a ça. Ça fait ça moins ça. Et la somme ici, elle vaut 0, hein, puisqu'il n'y a pas de terme en x2. Donc ça fait ça, et ça par contre, ça fait P. D'accord ? Ça fait P parce qu'en fait, ça fait sigma 2. D'accord ? Alors, sigma 2, c'est ce qu'on trouve devant x, donc ça fait P. Donc, je trouve du 9P multiplié par P au carré, donc du 9P3. Alors, moins 6P au cube. Alors, le plus P au cube, c'est celui-là. Et puis, il y en a... Alors, il y a le 3P2 S2. Alors, S2, lui, ben, j'avais dit ça faisait P. Hein. Ça fait P. Donc, ça fait 3P au carré multiplié par P. Ça fait P au... Ça fait 3P au cube. Alors, d'où vient le moins 6P au cube? Et là, je m'en souviens plus, en fait. Ensuite. Ah, si, il vient de là. C'est parce que ce truc-là, ça fait moins 2P. Donc, moins 2P multiplié par 3P2, ça fait moins 6P au cube. Voilà, donc ça nous fait ça. Et donc, ça fait 4P3 plus 27Q2. Et comme le n-1 sur 2 ici vaut 3 fois 2, 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ça fait moins ça. Donc donc ça fait ça, voilà, ça fait moins 1. Et donc le discriminant est égal à moins 4P3 plus 27Q2. Ben, ça nous rappelle ce qu'on avait vu quand on avait étudié le troisième degré. La racine est multiple. Si et seulement si 4P3 plus 27Q2 est égal à 0. Un exemple avec une équation du troisième degré, donc de la forme ax au cube plus bx2 plus cx plus d. On sait qu'il faut faire le changement x égale z moins b sur 3a pour supprimer le terme en x au carré. D'accord ? Parce que quand on simplifie ça, on voit qu'il n'y a plus de z au carré. Donc ici, on va faire le changement x égale z plus 51 sur 3 fois 45. C'est-à-dire z plus 17 sur 45. Donc on fait ça. Et puis on développe, on rassemble et on obtient effectivement une équation qui est de la forme x3 plus px plus q. D'accord ? Et là, on calcule le discriminant 4p3 plus 27q2.
Et donc, ça nous fait ça, et ça fait 0. Donc, on a bien une racine multiple x qu'il nous faut trouver. Alors, on écrit que f' de x est égal à 0. Donc, ça nous fait ça. Et ça, on connaît le discriminant, c'est 78 au carré, et on trouve deux solutions. Bon, mais il y en a une qui ne marche pas, parce que ça, si on remplace là-dedans, ça ne marche pas. Par contre, celle-là, elle marche, hein, d'accord? Donc, on a une racine qui est au moins double. La somme des racines, c'est 51 sur 45, donc l'autre racine, ça va être 51 sur 45 moins 2 fois 2 tiers, c'est-à-dire moins 9 sur 45 égale moins 1 cinquième. Donc, on vérifie au passage que moins 1 cinquième est bien une solution. Et on a la factorisation, comme le terme en x au cube c'est 45, ça fera p de x égale x moins 2 tiers au carré facteur de x plus 1 cinquième.